suis paysan, je suis lié à cette ferme d'Aimé, je suis lié au pays, au paysage. Pays, paysage, paysan, c'est des mots qui sont très liés ensemble. Voilà, on ne peut pas les séparer en fait. Construire un paysage, c'est les paysans qui le construisent. Le bocage qu'on a en Puisaye, c'est les paysans qui l'ont construit, il y a des siècles. Et je me sens dans cette continuité. Voilà. Je suis que de passage dans le paysage. Je suis en agriculture biologique depuis mon installation. L'idée de passer en bio était déjà bien ancrée dans la ferme. On a attendu que ce soit moi qui m'installe pour faire la conversion en bio, mais on a commencé à travailler vraiment en bio avant. Donc là, je change les bêtes 2 fois par semaine. Je fais ce qu'on appelle du pâturage tournant. C'est pas encore du vraiment pâturage tournant dynamique, mais c'en est quand même vraiment proche. J'ai fait un système, j'ai fait une parcelle centrale dans lequel j'ai plein de bacs pour avoir à boire pour une semaine, à peu de choses près. Et toutes mes parcelles sont en éventail tout autour. Et comme ça, je tourne tout autour et ils ont la parcelle centrale en permanence. Voilà, comme ça, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé. J'ai de l'eau pas très loin, mais malheureusement, l'eau elle est en bas, pas en haut. À ce stade-là, je les change tous les lundis, tous les vendredis. Ce qui me fait à peu près un équilibre. D'un point de vue organisation, c'est plus simple pour moi de changer un jour fixe. Comme ça, je sais à l'avance que le lundi et le vendredi, j'ai ça à faire. Le matin, je vais voir mes vaches, je les change de pré, je les mets dans le pré suivant, je referme la barrière, je vais voir l'autre lot et ainsi de suite. Il me faut 2-3 heures le matin pour faire ça. Les débuts de printemps, la surveillance est un petit peu plus longue, il me faut la matinée pour faire tout. Et ça permet d'avoir les vaches toujours dans un pré où il y a une herbe assez jeune, donc plus riche et plus verte, qui est plus adaptée aux bovins. Allez, viens. La ferme utilise 130 hectares de prairies naturelles, dont du bocage. J'ai une trentaine de kilomètres de haies ou de bordures de lisières de bois sur l'ensemble de la ferme. J'ai 80 animaux, grosso modo. Je fais de l'engraissement d'à peu près tous les animaux qui naissent sur la ferme. La différence entre mon système extensif par rapport à l'intensif, c'est que j'essaye d'utiliser le moins possible l'outil tracteur à la base, qui n'est pas réellement adapté à l'élevage. On est coupé des animaux quand on est dans un tracteur. Faire du travail manuel, finalement, on est en contact avec eux, on les comprend mieux, on interagit plus avec eux.
J'ai la chance d'avoir une ferme où toutes les parcelles sont très groupées. Tous les déplacements, je les fais à pied pour les animaux. J'emmène de temps en temps en bétaillère pour gagner un petit peu de temps, mais en fait c'est ça, voilà, gagner du temps. Est-ce qu'on gagne réellement du temps quand on fait vite? Voilà, c'est la bonne question qu'il faut se poser aujourd'hui. Je vois tous les agriculteurs autour de moi qui sont en train de courir en permanence. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de courir, quoi. À part de temps en temps parce que mes bêtes se sont sauvées, mais, mais c'est quand même assez rare. Pas parti. Ce petit étang, à l'origine, il date du XVIe siècle, donc j'en suis pas à l'origine, mais il y a quelques années, il était en friche. Et dans le cadre du parcours artistique avec Pierre Marty, je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas essayer de faire un petit feu comme ça? Pierre s'était dit, effectivement, on pourrait faire une performance comme mon travail c'est sur du bois brûlé, le feu, ça fait partie du symbole. Donc on a décidé de faire ça pour la Saint-Jean d'hiver, donc le jour le plus court. Et on s'est dit, on va essayer de brûler ce tas de broussailles au milieu de l'étang, qui dépassait du milieu de l'étang. Donc on savait pertinemment que tout ne brûlerait pas. Mais voilà, donc ça fait 2 ans qu'on fait cette Saint-Jean d'hiver, qui rassemble à chaque fois une bonne cinquantaine de personnes quand même. À notre grande surprise la première fois. Ça fait partie de la convivialité d'une ferme qu'on a un petit peu perdue aujourd'hui. Les fermes dans le temps travaillaient aussi bien dans les prés que dans les champs et dans les bois. Tous ces travaux n'avaient pas de frontières. Aujourd'hui, l'agriculture, elle a complètement cloisonné tout. C'est-à-dire qu'on a des forestiers, on a des céréaliers, on a des éleveurs, et il y a peu de ponts entre tout ça. Et se rassembler autour d'un feu, le feu de Saint-Jean, c'était le feu qui rassemblait tout le village, en fait. Ici, je ne rassemble pas tout le village, on n'en a pas la prétention, mais on a quand même une cinquantaine de personnes qui viennent autour du feu. J'ai rarement autant de personnes sur ma ferme. Je n'achète pas de paille, je n'achète pour ainsi dire rien, aucun aliment. Mes animaux sont nourris uniquement avec du foin et de l'herbe, pas de concentré, surtout pas. Ce qui me permet d'avoir une entière autonomie alimentaire pour mes animaux. J'ai aménagé les bâtiments de façon à pouvoir trier tout seul et sans avoir à sortir du bâtiment pour les déplacer d'un bâtiment à l'autre. Donc là, on va passer ce lot-là dans le bâtiment d'en bas sans sortir. Les vaches font les 3-8. Ça mange 8 heures, ça rumine 8 heures et ça dort 8 heures. Et ça dort couché. Et l'élevage intensif essaye de jouer là-dessus justement, de limiter le temps de prise d'alimentation pour essayer d'augmenter le temps de rumination. Donc on leur donne de l'aliment broyé, fait qu'elles l'avalent plus vite. Du coup elles salivent moins. Et souvent les vaches qui sont avec des aliments, alors qui sont déjà genre ensilage de maïs et tout ça, qui sont déjà des aliments
un peu acides sont en plus des aliments acidogènes parce que les vaches le mangent très vite et salivent pas. Et la salive a un pouvoir tampon, justement. Donc comme elles ne salivent pas, il faut leur donner un complément pour éviter l'acidose dans la panse. Alors comme on leur donne un produit contre l'acidose, il faut leur donner un autre produit contre autre chose, et ainsi de suite. Et en élevage intensif, on rajoute, il faut leur donner absolument des blocs, des minéraux, des ceci, des cela, parce qu'en fait, on ne trouve pas dans l'aliment. L'aliment étant déjà un produit poussé à l'azote, donc effectivement il y a de l'azote dedans, mais il n'y a plus grand chose d'autre. Ouais, c'est ça, à peu près entre 3 ans et demi, j'arrive à les avoir à des carcasses de 400 kg, quoi. Uniquement à l'herbe et au foin. Il y a quelques années, je faisais du foin en ballot et j'arrivais pas à entretenir les bêtes comme ça en hiver. Elles maigrissaient dans l'hiver, sans complément, j'arrivais pas à les maintenir. Que maintenant, avec mon foin en vrac, j'ai amélioré la qualité du foin en fait, et du stockage, et donc du foin sur l'hiver, et ça me permet de les maintenir. J'utilise une quinzaine d'hectares de marais qui me servent à faire du foin pour faire de la litière. Les 15 hectares de marais qui appartiennent au Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne sont très largement suffisants pour me faire la litière sur tout l'hiver. J'utilise 8-10 hectares par an sur les 15. Le Conservatoire des espaces naturels avait besoin d'entretenir leurs parcelles de marais pour que le milieu ne se referme pas et ne se transforme pas en forêt marécageuse, puisqu'il y en avait déjà des zones en forêt marécageuse et que l'idée était plutôt d'en garder une partie en prairie marécageuse. Et donc ils sont venus me voir, puisque j'avais déjà une parcelle que j'utilisais qui était juste à côté des leurs, et une parcelle avec une grande diversité biologique. Donc j'ai mis des conditions, moi c'était de faucher uniquement les surfaces dont j'avais besoin et pas plus, récolter que ce dont j'avais besoin, faire une récolte tardive et ne pas rentrer dans les parcelles si les conditions de sol ne le permettaient pas. Ce qui dans du marais peut être assez fréquent. C'est de moins en moins fréquent, mais voilà. Et Cédric m'a répondu là-dessus que c'était exactement les conditions qui l'intéressaient. Donc j'ai dit, banco, on fait un essai. Ça dure depuis 10 ou 15 ans maintenant. On conserve des îlots de bocage, enfin de zones arbustives. On conserve des zones herbacées anciennes, des zones herbacées fauchées tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Ce qui offre une biodiversité assez large. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de dynamique, que ces parcelles restent dynamiques. Parce que si on fait une protection, on met sous cloche, on va vers de la forêt, donc on va avoir une autre diversité qui va se mettre en place, mais si on a tout en forêt, on va avoir un appauvrissement en fait de cette diversité. Quand je lui ai posé un certain nombre de questions pour du matériau, pour des choses comme ça, il m'a ouvert sa porte et j'ai découvert l'Aimé. En fait, je connaissais déjà le bâtiment, je connaissais déjà le lieu, mais je ne connaissais pas son histoire et surtout, je n'avais pas vécu dedans. Or, aujourd'hui, l'Aimé, ça fait partie de ma vie, hein. Donc j'y suis régulièrement. Chaque fois que je suis en Puisaye, je passe plus de la moitié de mon temps au Mai. Donc voilà.
Ah, il me file plus que des coups de main, c'est vraiment, on est dans un travail à deux, hein, je veux dire, on est vraiment dans un dialogue permanent parce qu'effectivement, lui a cette courtoisie de ne pas intervenir sur la partie créative, mais son regard, son intelligence, son sens de l'équilibre, de la gestion des masses, etc., toutes ces choses-là font qu'il me permet de faire des choses que je n'aurais pas pu même imaginer sans lui. Donc on est vraiment dans un travail de co-réalisation. L'histoire de l'œuvre, c'est l'intérêt que porte un galériste parisien à mon travail et qui organise, à mon travail et au travail d'autres artistes en Puisaye, et qui va organiser une exposition et qui me demande de faire une pièce pour cette exposition. La trogne, c'est un arbre cultivé. C'est un arbre qui est exploité. Mais l'idée de la trogne, c'est de ne pas exploiter l'entièreté de l'arbre pour pouvoir l'exploiter plus régulièrement. C'est pour ça qu'on émonde l'arbre, puisque le vrai terme, c'est les émondes, c'est-à-dire qu'on coupe les branches à quelques mètres de hauteur, en général à une hauteur qui empêche les animaux de brouter les jeunes pousses qui repousseront ensuite lorsque les branches auront été coupées, et ce qui permet de récolter une quantité de bois très importante de façon plus régulière sans détruire l'arbre. Au moment du confinement, la planète d'un seul coup s'est mise à découvrir que nous étions mortels, à une époque où on commençait à ne plus parler que de transhumanisme et de vie éternelle. Et personnellement, j'étais assez réjoui de voir qu'en fait, à un moment, la vie se rappelait à nous sous sa forme la plus pérenne, c'est-à-dire la mort. Et donc, nous rappeler en permanence que nous ne sommes que des mortels nous encourage à vivre pleinement notre vie, paradoxalement. Et donc, moi, quand je travaille sur la mort, en fait, je travaille sur la vie. Et quelque part, une trogne, c'est un arbre qui va mourir et qui donne la vie et qui produit énormément de vie. Et bon, voilà, il y a plein de choses qui m'évoquent. Alors, ce n'est pas toujours très rationnel, très raisonnable ou même très verbalisable, mais il y a quelque chose qui m'émeut dans cet arbre que beaucoup de gens trouvent laid, qui est dans la souffrance. Et en même temps, grâce auquel on se chauffe, grâce auquel on nourrit les animaux en période de sécheresse, etc., etc. Quand Hugues me raconte l'histoire de la motte, qui est un des éléments de l'environnement d'Aimé, alors déjà, moi, les mottes, je ne connaissais pas, donc je découvre, j'apprends. Du coup, j'ai eu envie de travailler ça, et puis j'ai eu envie de raconter quelque chose dessus, et puis du coup, j'ai fait une pièce qui raconte tout à fait autre chose, mais sur la motte, parce que c'est une façon de mettre en scène la motte aussi. Donc le temps histoire rencontre à nouveau mon temps création. Le lieu-dit l'Aimé est en fait un hameau construit sur une ancienne motte féodale qui date à peu près du 10-12e siècle, hein, d'après la construction qu'elle a encore aujourd'hui. La mare qu'on peut voir à certains moments sur les images est une partie des douves de cette motte. Tout le village était donc construit autour de cette motte. Ma famille est arrivée ici en 1815. Et a racheté à peu près tout le hameau à la suite d'un incendie qui a ravagé tout le hameau. Ce qui faisait qu'il y avait une grosse perte de valeur en fait. Donc je suppose que c'était à la suite de ça que la famille a racheté. Et depuis, la propriété n'a à peu près pas changé en fait. Elle est restée relativement stable. Sur un recensement de 1860, ce recensement avait été fait pour la construction de la route qui passe juste à côté. On avait entre 60 et 70 habitants dans le hameau et une trentaine d'habitants dans les forêts juste en dessous du hameau. Voilà. Donc,
Donc ça faisait quasiment une centaine d'habitants sur ce qui aujourd'hui est la ferme d'Aimé. Ma famille était propriétaire mais pas agriculteur. L'ancêtre qui est arrivé au mai était notaire. Donc il y avait des fermiers qui étaient sur la ferme, jusqu'à mon père qui lui s'est installé comme agriculteur. Et il a développé l'équitation, il était passionné de chevaux. Il a créé un club hippique, il a développé vraiment le travail avec les chevaux. Et puis tout ce qui concerne donc, la part sur l'éthologie, qui était vraiment une de ses passions jusqu'à sa fin de vie. Donc ça a été vraiment un travail sur les chevaux. Les bovins ont été un petit peu réduits à cette période-là, jusqu'à ce que je reprenne, que je revienne sur la ferme et que là je redéveloppe les bovins et que je réduise un petit peu la part des chevaux. Faut attendre un quart d'heure que tout le monde ait bien compris qu'il y a une clôture tout autour. Parce que là ça arrive des fois dans l'élan, ça passe au-dessus ou au travers. Mais là voilà, c'est déjà, tu vois, ça pose le nez là à manger, donc c'est bon. Ils avaient l'air contents quand même. Ah bah ils sont contents comme tout, oui, ça. Demain ils le seront beaucoup moins parce que ça sera mangé là. En fait, c'est un travail désespérant. C'est un travail désespérant parce que ce qu'il fait est tellement évident, tellement bien, tellement respectueux qu'on se demande pourquoi tout le monde ne fait pas comme ça. Et que j'allais dire que ça a l'air tellement facile et tellement évident quand on en parle avec lui que voilà, j'ai du mal à comprendre pourquoi lui-même a du mal à réussir à prospérer, j'allais dire, de son travail, quoi. C'est désespérant. Alors que à 500 mètres d'ici, on a des mecs qui sont encore en train d'épandre, je sais pas trop quoi, je sais pas trop pourquoi. Je pense que le monde agricole a peut-être un peu honte de ce qu'il fait aujourd'hui et a beaucoup de mal à communiquer sur ce qu'il fait. Hein, l'utilisation des engrais chimiques, des agrotoxiques et compagnie fait que les agriculteurs s'isolent eux-mêmes pour ne pas avoir de compte à rendre à la population. Dans le monde paysan, on a peut-être moins ce problème-là, donc peut-être plus de facilité à communiquer sur ce qu'on fait, parce que moins de choses à, je dirais, à cacher, en fait. Castration à l'élastique. Certainement que j'y perds un petit peu en poids sur les animaux, mais alors en stress pour les veaux, ça n'a rien de comparable avec une intervention chirurgicale. Ça évite le développement des testicules et comme ça on est tranquille. Ce qui fait que ça, je peux gérer les animaux avec les autres. Voilà. Pour l'instant c'est pas encore interdit. Je suis pas sûr que ça le soit pas un jour.
qu'on nous impose la castration chirurgicale. Donc avec anesthésie, avec l'intervention du vétérinaire et tout le team, quoi. Bon, il y a des trucs que des fois il ne faut pas chercher à comprendre. C'est comme les cornages, voilà. Bon, bah, ça c'est autorisé, mais ça me paraît être très violent pour les animaux. Mais bon. Le fait d'être né ici, d'avoir grandi ici, dans cette ferme bocagère, avec de l'élevage, avec beaucoup de monde qui circulait, puisque mon père avait un club hippique, donc beaucoup de personnes qui gravitaient autour, et d'être baigné là-dedans depuis très longtemps, ça m'a donné l'envie de continuer, quoi. En plus, dans la famille, il y avait une grande sensibilité justement à cette continuité, ce lien dans le temps, en fait. Vraiment, nous ne sommes que de passage, quoi. Donc la maison dans laquelle on est ici date de 1788. Je l'ai retapée, mais à chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, je dois le faire dans l'idée que ça perdure. Dans 200 ans, cette maison, elle doit encore être là. Dans 200 ans, cette ferme, elle peut encore être là, normalement. Et donc, ça m'a fait baigner dedans. Et puis, après, je suis parti faire des études agricoles dans l'idée de m'installer. Je suis parti un petit peu plus loin. Et ça m'a bien confirmé que c'était ici que je voulais être. Voilà. La ferme, bien qu'elle n'ait pas beaucoup bougé depuis des siècles, elle n'est pas mise sous cloche. Voilà. On travaille avec, on vit avec, et on évolue ensemble. Ah, moi, je le vis comme une liberté. Il y a des contraintes, oui, mais c'est des contraintes volontaires. Si j'avais pas voulu ces contraintes-là, j'aurais pas fait de l'élevage. Il faut leur donner à manger tous les jours, mais j'ai allégé énormément mon boulot, justement en me posant les questions de la pertinence de ce que je faisais à chaque fois. Pourquoi donner des concentrés à des vaches? C'est pas des animaux qui sont faits pour manger des concentrés. Donc on revient que au foin et à l'herbe, et finalement une fois qu'on a compris qu'une vache ça ne mangeait que du foin et de l'herbe, enfin ça n'était fait pour manger que ça, on allège énormément le travail et on se libère de beaucoup de contraintes. Du foin, qu'on le mette à 6 h du matin ou à midi, ça ne change rien, il y en a toujours. Donc les vaches elles profitent tout autant, quoi. C'est un élevage plus lent, mais en avançant plus lentement, je pense qu'on va beaucoup plus loin. L'exploitant agricole. Aujourd'hui, dans l'agriculture, on est considéré comme des chefs d'exploitation. Et quand on me dit, oui, voilà, tu es chef d'exploitation, ben je réponds, non, je ne suis pas chef d'exploitation, je suis chef de personne parce que je suis tout seul à travailler sur cette ferme, et pas d'exploitation parce que je n'exploite ni personne ni rien, je vis avec. Voilà, je ne tire pas profit de la nature, j'échange avec elle. Donc ça n'est pas une exploitation.
C'est évident que quand j'arrive ici avec des envies de faire, à un moment, j'ai envie d'installer une forêt de bois brûlé dans une prairie et Hugues me dit ça va être compliqué parce que les vaches vont venir se gratter dessus et elles vont tomber. Et moi, d'un seul coup, je me dis mais c'est très bien que les vaches viennent se gratter dessus, c'est très bien qu'elles tombent parce que c'est pas grave, parce qu'en fait cette pièce, les vaches vont faire partie de la pièce. Et donc, j'allais dire, son travail d'éleveur, ces vaches, elles vont rentrer dans ma création, si je peux dire ça, sans que ma création soit faite pour elles et sans que les vaches ne soient là pour ma création non plus. Donc il y a une symbiose qui va se réaliser à ce moment-là. Et pas celui-là, pour laisser ouvert là, parce que comme il y en a un qui vient là-haut, hein, qui va venir, tu vois, qui va venir taper dans la boursouflure là. Tu vois, il y a celui-là qui arrive là, qui va venir. Bah, dans ce... Ouais, mais moi je le mettrai. De là-haut là. T'as quoi comme sangle? J'ai plein de sangles. T'as plein de sangles. Tiens, je vais t'en mettre parce que c'est le tien. Ouais. Bien sûr, c'est ça. Il est partout là. On joue sur les mains. Ouais, vas-y. Si on avait pu être plusieurs sur la ferme, aujourd'hui elle ne dégage pas suffisamment de revenus pour ça, parce que le modèle agricole dominant perturbe les modèles émergents, en fait. Enfin émergents ou anciens, d'ailleurs, parce que émergent, voilà, le modèle dominant, on l'appelle l'agriculture conventionnelle, mais quelle est la convention? La convention, pour moi, l'agriculture, ça fait des milliers d'années qu'elle est avec juste un cheval et une houe et une faux, et puis on n'en parle plus, quoi. Ils avaient tout, voilà, c'est tout le matériel qu'ils avaient et ils vivaient avec ça. Sur ma relation avec les gens autour, clairement, le parcours artistique avec Pierre a été un déclic et un coup d'envoi, en fait. Ça m'a permis de trouver des axes de communication, justement, que je n'avais pas avant. Et ça fait très longtemps que j'essaye d'expliquer comment je fonctionne sur cette ferme
mais je n'y arrivais pas parce que j'essayais toujours sur l'aspect professionnel, avec des professionnels, et le monde agricole est très fermé. Il n'y a que chez moi que ça fonctionne, on dit, hein, chacun, il n'y a que chez moi que ça marche, les autres, ils font des trucs qui fonctionneraient pas. Et non, c'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est surtout réfléchir à ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et dans le monde agricole, on a perdu cette idée. Je les fais une par une. Vous allez bien? Et vous? Ça va. Moi j'ai trouvé que c'est quand même hyper chiant la pédale board. Tac. C'est où je me mets Non. Méchant. Si c'est faux, c'est normal. Voilà, je les laisse finir de se caler, puis on écoute. Du côté du public, ça a aussi donné une porte d'entrée qui n'existait pas avant. Donc cette porte d'entrée a permis de pouvoir discuter plus facilement dans les deux sens. Donc j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me poser des questions, des gens qui ne sont pas du tout du milieu agricole, et qui posent des questions très intéressantes et très pertinentes, qui me font aussi, à moi, poser des questions, qui vont me faire évoluer dans mon travail derrière. Ça n'est pas possible, ne serait pas possible sans la bienveillance et la générosité de Catherine et Duc Barret qui nous accueillent ici depuis maintenant 3 ans. Et puis j'espère pour longtemps encore. Donc on travaille, on essaie de faire avancer les choses, on essaie de vous proposer à la fois toujours la même chose et jamais la même chose. Que dire de plus? Voilà. On essaye d'étoffer. On essaie d'étoffer, de faire en sorte que ça soit vivant, que ça reste vivant. C'est aussi vivant grâce à vous parce que c'est votre présence qui fait vivre cette divagation. Donc continuons à divaguer joyeusement, pourvu que ça dure. Voilà. Et n'hésitez pas, pour la divagation, à y aller quand vous voulez. Oui. C'est ouvert tout le temps, il n'y a rien à faire, à dire. Vous garez ici et vous descendez, vous promenez. Voilà. C'est une divagation.
départ, ça devait être une édition unique. Ça devait durer 1 an et puis après, bon, ben voilà, c'était fini. Et ça a rencontré un certain succès, ce qui fait qu'on a prolongé donc, une 2e année. Maintenant, on le fait une 3e année. Donc c'est vrai que la question de comment ça va évoluer est une question qui se pose. Et l'idée, c'est de dire il y a des nouvelles choses qui apparaissent, il y a des nouvelles séquences qui s'esquissent. Dans le parcours Divagation sentimentale, il y a une des pièces qui s'appelle Murmure des Trognes, qui est en fait une allée de trognes, un chemin creux très typique des paysages poyodins. Ce chemin creux est bordé de trognes et on m'avait raconté que les trognes parlaient pour effrayer les passants. Et moi j'ai eu envie de faire parler les trognes. La trogne raconte quelque chose et ce quelque chose est une clé de compréhension des autres pièces du parcours. Le temps de rire aux assassins, le temps d'atteindre l'autre rive, il avait eu le temps de vivre. Donc c'est pas une explication, mais c'est une clé de compréhension métaphorique très souvent, une évocation qui ne parle pas directement des pièces, mais qui les resitue dans un contexte. Par exemple, il y a Un soleil noir, eh bien, on a repris un extrait de la chanson de Barbara sur le soleil noir. Il y a un extrait du texte de Nietzsche sur les variétés de la mort, enfin sur le gai savoir qui parle des variétés de la mort, etc. etc. Donc les trognes viennent apporter quelque chose qui peut permettre aux visiteurs d'aller un petit peu plus loin dans sa découverte du parcours. C'est un échange de savoir et de connaissances qui doit se propager. Et si on n'a personne sur une ferme, ça ne peut pas se propager, quoi. Les visites sur ce parcours artistique, on leur dit, vous ne sortez pas trop du chemin, parce que si on piétine tout le bois, on va dégrader. Donc toute intervention humaine a une conséquence. Et les citadins, comme tu disais, en sont très peu conscients, puisque dans les villes, quasiment tout est bétonné. Enfin, on est déjà sur du sol artificiel, même dans un parc, c'est entièrement artificiel. La nature met très longtemps à réellement s'installer, à reprendre ses droits. Écarté du fumier. Je refais un apport d'éléments dans les parcelles où j'ai fait du foin. Comme j'ai exporté du foin, je réimporte
juillet enneigé. Je ne fais pas 70 heures par semaine dans mon métier. Certaines semaines, peut-être que si, mais j'aurais presque tendance à dire que c'est volontaire, quoi. Je reste maître de l'essentiel de mon planning, en fait. Et je cherche toujours à passer un maximum de temps avec ma fille, que j'ai une semaine sur deux, et j'y arrive. Voilà. La semaine où elle est avec moi, eh ben, je fais vraiment le strict minimum sur ma ferme. Et ça me libère du temps, on fait des activités ensemble. C'est pas un souci. C'est là qu'on choisit notre sapin de Noël. On fait un choix là-dedans, dans la forêt, on en trouve un beau, on se le ramène, et ça nous fait notre sapin de Noël. Voilà. Oui, d'accord. Ça permet de pas attirer. Le champignon de Paris, il sent l'anis. Bon. Voilà, c'est oui, comme quoi l'odeur, les mêmes champignons, il ne faut pas se fier uniquement à l'apparence, exactement le même. En fait, il faut à la fois les goûter, les renifler et tout ça. Ça n'a pas bougé? Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé depuis hier. Hier, c'est pas étonnant. On parle souvent du bien-être animal. Hein, c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. Mais pour qu'on puisse réellement parler du bien-être animal, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par parler du bien-être du paysan? Si le paysan, il est de 6 h du matin à 10 h du soir, tendu après son boulot, à courir partout pour un salaire de misère à la fin du mois, et peut-être qu'il ne peut pas y arriver à bien s'occuper de ses animaux. Le bien-être, c'est avoir un mode de vie qui n'est pas que professionnel, qui est aussi familial et dans la société globale. Je suis beaucoup les activités qui se passent sur la commune, que ce soit artistique ou que ce soit juste participer au marché local, ou voilà, ça contribue à un bien-être global, que ce soit personnel mais aussi familial. J'essaye de contribuer à la vie du village avec les moyens que j'ai. Voilà, je m'occupe de vivre. Voilà, ça fait partie d'un ensemble. Pour moi, la chose la plus importante, c'est de garder cet esprit qui existe depuis mon père, mon grand-père. Enfin, j'ai pas connu mon grand-père, mais cet état d'esprit de ferme où on a quand même une culture de la protection du domaine qui existe depuis assez longtemps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une ferme qui est en très bon état biologique, environnemental. Et est-ce que ça restera familial? Tu as une fille? Alors ça, je suis incapable de le dire pour l'instant. Ma fille est trop jeune.
On voit énormément de personnes s'installer à 35-40 ans aujourd'hui. Donc peut-être qu'elle va faire des études ailleurs et qu'elle reviendra plus tard, en se rendant compte que finalement c'est un mode de vie qui est tout à fait acceptable et plutôt agréable en fait quand on ne le subit pas. Ce dont je me suis affranchi assez rapidement en fait, justement, de ne plus avoir à subir le travail d'agriculteur, mais à vivre en harmonie dans ce travail. Donc ça sera son choix à elle, si elle veut. Je ne la pousse ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà.